Mes amis, avant de commencer cette plongée dans l'histoire militaire, je vous invite à soutenir notre travail en mettant un like à cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Cela nous aide énormément à continuer à produire des contenus de qualité pour tous les passionnés d'histoire. Installez-vous confortablement, car nous allons voyager ensemble dans un récit fascinant qui mêle ambition impériale, stratégies militaires audacieuses, erreurs fatales et bouleversements mondiaux. L'histoire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale est à la fois celle d'une ascension irrésistible et d'une chute spectaculaire, marquée par des décisions politiques et militaires qui ont changé le destin du monde. Pour comprendre cette trajectoire, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, bien avant 1939, car l'esprit impérial japonais ne s'est pas forgé dans le vide, il a mûri à travers des guerres, des conquêtes et une idéologie expansionniste profondément enracinée. Dès 1894, le Japon, encore en pleine modernisation après l'ère Meiji, s'imposa comme une puissance régionale grâce à sa victoire dans la première guerre sino-japonaise. Cette guerre lui permit d'annexer Formose, l'actuel Taïwan, ainsi que d'autres territoires stratégiques. C'était la première étape d'une marche vers l'expansion qui ne s'arrêterait plus. 10 ans plus tard, en 1904, le Japon affronta la Russie tsariste dans une guerre brutale qui prit le monde par surprise. Pour la première fois, une puissance asiatique infligeait une défaite écrasante à une grande puissance européenne. La victoire japonaise dans la guerre russo-japonaise marqua un tournant historique et renforça la confiance d'un empire décidé à s'imposer sur la scène mondiale. En 1910, la Corée fut annexée, renforçant le contrôle japonais en Asie de l'Est. Puis, après la Première Guerre mondiale, le Japon reçut des mandats sur des îles du Pacifique autrefois contrôlées par l'Allemagne. L'archipel nippon s'étendait désormais sur des positions stratégiques clés qui allaient jouer un rôle crucial dans les conflits futurs. Pourtant, derrière cette ascension, se cachait une idéologie nationaliste et militariste de plus en plus affirmée. La Constitution de 1889 avait consacré le rôle central de l'empereur, figure quasi divine, mais en réalité, le pouvoir était concentré entre les mains d'une élite militaro-politique qui voyait dans la guerre le moyen légitime d'assurer la grandeur du pays. L'éducation, la propagande et un culte fervent de l'empereur forgèrent une société disciplinée, loyale et prête à se sacrifier pour l'État. Dans les années 1930, le Japon entra dans une nouvelle phase de son expansion. La crise économique mondiale de 1929 avait durement frappé l'archipel, provoquant pauvreté et mécontentement. L'armée, largement composée de fils de paysans ruinés, voyait dans la conquête une solution à la crise. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie, une région riche en ressources naturelles, et y installa un État fantoche, le Mandchoukuo. Ce coup de force suscita l'indignation internationale, et la Société des Nations condamna le Japon. Mais au lieu de reculer, l'Empire quitta l'organisation en 1933, affichant clairement son mépris pour les institutions internationales. Cet isolement ne fit que renforcer son militarisme. À partir de 1937, le Japon lança une guerre totale contre la Chine, marquée par des atrocités telles que le massacre de Nankin. Cette guerre, censée être rapide, s'enlisa et coûta au Japon des ressources colossales, tout en lui attirant l'hostilité croissante des puissances occidentales. Pendant ce temps, en Europe, un autre régime expansionniste prenait de l'ampleur, l'Allemagne nazie. Fascinés par la discipline et l'efficacité militaire du Troisième Reich, les Japonais y virent un modèle et un partenaire naturel. En 1936, le pacte anti-Comintern scella une alliance entre Berlin et Tokyo contre l'Union soviétique. Pourtant, cette alliance était fragile, car Hitler ne tarda pas à signer un pacte de non-agression avec Staline en 1939, surprenant et trahissant en quelque sorte son partenaire nippon. Malgré ces tensions, le Japon poursuivit son chemin vers la guerre. En 1941, il occupa l'Indochine française, coupant l'accès des Chinois au ravitaillement allié. Mais cette avancée provoqua une réaction ferme des États-Unis, qui imposèrent un embargo pétrolier. Privé de cette ressource vitale, le Japon fit un pari insensé, frapper le premier pour neutraliser la flotte américaine du Pacifique. Ce pari, c'était Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, au petit matin, les porte-avions japonais lancèrent des centaines d'avions contre la base navale hawaïenne. En quelques heures, des cuirassés américains furent coulés, des avions détruits, des centaines de marins tués. Le monde entier fut stupéfait par l'audace de l'attaque. Pourtant, derrière ce succès apparent se cachait un échec stratégique majeur. Les porte-avions américains, véritables piliers de la guerre moderne, n'étaient pas au port ce jour-là. Ils échappèrent à la destruction et allaient devenir l'arme décisive des États-Unis dans les batailles futures. De plus, loin de décourager Washington, Pearl Harbor déchaîna la fureur américaine et précipita l'entrée officielle des États-Unis dans la guerre. Le Japon venait de réveiller un géant industriel et militaire dont la puissance allait bientôt l'écraser. Après Pearl Harbor, le Japon connut une série de victoires rapides et spectaculaires. Ses armées s'emparèrent des Philippines,
de la Malaisie britannique, de Singapour, des Indes néerlandaises et s'avancèrent jusqu'aux portes de l'Inde. L'Empire semblait invincible, et son drapeau s'étendait sur une vaste zone allant de la Mandchourie jusqu'aux îles du Pacifique Sud. Mais derrière ce triomphe initial se dissimulaient de graves erreurs stratégiques. L'un des premiers grands échecs fut la guerre en Chine. Ce conflit, commencé bien avant la guerre du Pacifique, immobilisait des millions de soldats et engloutissait des ressources colossales. L'armée japonaise, malgré sa supériorité technique, sous-estima la résistance chinoise et se retrouva empêtrée dans une guerre d'usure interminable. Ce front, loin d'apporter gloire et richesse, saignait l'Empire à blanc. La deuxième erreur majeure fut la croyance que les États-Unis manquaient de volonté et abandonneraient rapidement le Pacifique après Pearl Harbor. Les stratèges japonais pensaient qu'un peuple matérialiste ne supporterait pas de lourdes pertes humaines. Or, l'attaque souda au contraire la nation américaine dans une détermination totale: produire, combattre et vaincre. Les usines se mirent à fonctionner jour et nuit, lançant chaque mois des navires, des avions, des chars par milliers. L'Amérique avait été piquée au vif et ne reculerait plus. En juin 1942 survint la bataille de Midway, tournant décisif de la guerre. Grâce au décryptage des codes japonais, les Américains anticipèrent les mouvements de la flotte impériale et lui tendirent une embuscade fatale. En quelques heures, 4 porte-avions japonais furent coulés, privant l'Empire de l'élite de son aviation navale. Cette défaite irréparable inversa le rapport de force. Désormais, les États-Unis passaient à l'offensive. Le Japon, incapable d'égaler le rythme de production américain, devait se contenter de défendre ses conquêtes. Chaque île devint alors un champ de bataille sanglant. À Guadalcanal, aux Mariannes, aux Philippines, les soldats japonais résistèrent avec acharnement, refusant de se rendre, préférant souvent la mort au déshonneur. Les attaques suicides, les fameux kamikazes, apparurent comme une tentative désespérée de briser la supériorité aérienne américaine. Mais loin d'affaiblir la volonté des Alliés, ces sacrifices tragiques ne firent qu'accentuer leur détermination. Pendant ce temps, l'alliance avec l'Allemagne montrait ses limites. Berlin et Tokyo partageaient une idéologie expansionniste et raciale, mais leurs objectifs géopolitiques divergeaient. L'Allemagne se concentrait sur l'Europe, tandis que le Japon luttait pour le contrôle de l'Asie et du Pacifique. La coordination stratégique entre les deux empires resta faible, et chacun finit par affronter seul la puissance combinée des Alliés. Hitler, lui aussi, commit des erreurs fatales qui hâtèrent la chute de l'Axe. La première fut sa décision, en décembre 1941, de déclarer la guerre aux États-Unis, 4 jours après Pearl Harbor. Rien ne l'Y obligeait. Roosevelt n'avait mentionné que le Japon dans sa demande de guerre devant le Congrès. Mais par orgueil et par haine, Hitler donna aux Américains le prétexte parfait pour intervenir en Europe. Ce fut un soulagement immense pour Churchill, qui voyait enfin les ressources industrielles et militaires américaines se joindre à la lutte contre l'Allemagne. La deuxième grande erreur concerna la Grande-Bretagne. En 1940, après la chute de la France, l'île britannique était isolée et vulnérable. Les sous-marins allemands auraient pu asphyxier l'économie anglaise. Mais Hitler ne lança pas assez tôt une production de masse de U-boots. De plus, lors de l'évacuation de Dunkerque, il ordonna à ses blindés de s'arrêter, permettant à des centaines de milliers de soldats britanniques d'échapper à la capture. Enfin, pendant la bataille d'Angleterre, il détourna son aviation des aérodromes de la RAF pour bombarder Londres, offrant un répit providentiel aux pilotes anglais. Ces décisions sauvèrent involontairement la Grande-Bretagne. La troisième erreur, la plus fatale, fut l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Hitler croyait que l'URSS s'effondrerait en quelques mois. Mais l'hiver russe, l'immensité du territoire, la ténacité soviétique et les erreurs de planification transformèrent l'opération Barbarossa en catastrophe. L'armée allemande s'enlisa dans une guerre d'usure qu'elle ne pouvait gagner. L'est devint un gouffre sans fin qui consuma des millions de vies et d'innombrables ressources. Pour le Japon, ces erreurs de son allié eurent aussi des répercussions. Sans coordination avec l'Allemagne, Tokyo ne pouvait attaquer efficacement l'URSS. Après sa défaite contre les Soviétiques à Khalkhin-Gol en 1939, le Japon avait choisi de ne pas provoquer Moscou. Mais en 1945, quand l'URSS entra finalement en guerre contre lui, ce fut un coup de grâce. En 1944 et 1945, la situation du Japon devint désespérée. Les bombardiers américains B-29 ravagèrent les villes, réduisant Tokyo et d'autres cités en cendres. La flotte impériale, jadis si redoutée, avait été anéantie dans la bataille du golfe de Leyte. L'économie s'effondrait, la famine menaçait, mais les dirigeants refusaient toujours la reddition, espérant infliger suffisamment de pertes aux Américains pour obtenir des conditions plus favorables. Et la bataille d'Okinawa, au printemps 1945, montra à quel point l'armée et la population japonaise étaient prêtes à résister jusqu'au bout.
Des centaines de milliers de soldats et de civils périrent dans ce combat acharné, tandis que les attaques kamikazes s'intensifiaient. Pour les stratèges américains, une invasion des îles principales du Japon promettait des pertes effroyables, peut-être des centaines de milliers de morts. C'est dans ce contexte que les États-Unis décidèrent d'utiliser leur nouvelle arme, la bombe atomique. Le 6 août 1945, Hiroshima fut anéantie par une seule explosion, provoquant la mort instantanée de dizaines de milliers de personnes. 3 jours plus tard, Nagasaki subit le même sort. Ces destructions d'une ampleur inédite choquèrent le monde entier et firent vaciller le gouvernement japonais. Pourtant, contrairement à une idée répandue, ces bombes ne furent pas la seule cause de la reddition. Car au même moment, un autre événement bouleversa l'équilibre stratégique, l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Fidèle à ses engagements pris à Yalta, Staline lança l'opération Tempête d'Août contre l'armée japonaise du Kwantung en Mandchourie. En quelques jours, plus d'1,5 million de soldats soviétiques, appuyés par des milliers de chars et d'avions, écrasèrent les positions nippones. Cette offensive foudroyante mit fin à tout espoir de résistance prolongée. Pour les dirigeants japonais, la perspective d'une occupation soviétique signifiait non seulement la défaite militaire, mais aussi la fin de l'empire et de la dynastie impériale. Choisir de capituler face aux Américains apparaissait comme une option moins humiliante et plus susceptible de préserver l'institution impériale. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito s'adressa pour la première fois directement à son peuple à la radio. Dans un discours empreint de gravité, il annonça la reddition sans condition du Japon. Le 2 septembre, à bord du cuirassé américain Missouri dans la baie de Tokyo, les représentants de l'Empire signèrent officiellement l'acte de capitulation. La Seconde Guerre mondiale prenait fin, après avoir dévasté une grande partie du globe et coûté la vie à des dizaines de millions de personnes. La défaite japonaise, tout comme celle de l'Allemagne, fut le résultat d'une combinaison de facteurs. La surestimation de leurs propres forces, le mépris des capacités industrielles américaines, des erreurs stratégiques accumulées et la puissance des Alliés. Le rêve impérial s'achevait dans les ruines, laissant place à une occupation américaine qui allait transformer en profondeur la société japonaise. Durant les années suivantes, le Japon passa d'un empire militariste à une démocratie pacifique, sous l'œil attentif du général MacArthur et des forces d'occupation. L'armée fut dissoute, la constitution réécrite, et le pays se tourna vers la reconstruction économique. Pourtant, la mémoire de la guerre, des souffrances et des sacrifices marqua durablement plusieurs générations. Si l'on prend du recul, il est frappant de constater à quel point les trajectoires de l'Allemagne nazie et du Japon impérial furent parallèles. Deux puissances montantes, animées par un nationalisme exacerbé et une idéologie de supériorité, engagées dans une expansion agressive, séduites par l'illusion d'une victoire rapide. Toutes deux commirent des erreurs fatales. Pour Hitler, la déclaration de guerre inutile aux États-Unis, le répit accordé à la Grande-Bretagne et l'invasion de l'URSS. Pour le Japon, l'enlisement en Chine, Pearl Harbor qui éveilla l'Amérique, Midway qui brisa son offensive, la bataille des Philippines qui anéantit sa flotte, et enfin l'incapacité à anticiper l'intervention soviétique. Ces fautes, ajoutées à l'écrasante supériorité industrielle et matérielle des Alliés, condamnèrent l'Axe à la défaite. Pourtant, jusqu'au bout, les soldats et les populations de ces pays continuèrent à se battre avec un acharnement impressionnant, alimentés par la propagande, la peur et la conviction qu'ils défendaient l'honneur de leur nation. La Seconde Guerre mondiale fut aussi une guerre des idéologies, où le culte de l'empereur au Japon et le fanatisme hitlérien en Allemagne poussèrent des millions d'hommes à se sacrifier. Mais au-delà de la dimension idéologique, ce conflit montra aussi la puissance des chiffres. L'acier, le pétrole, les usines et la logistique se révélèrent plus décisifs que le courage ou l'héroïsme. À la lumière de ces événements, il apparaît clairement que le Japon, comme l'Allemagne, avait sous-estimé l'importance de l'économie de guerre moderne. Les victoires rapides du début avaient nourri une illusion de toute-puissance, mais face à un adversaire capable de produire des centaines de navires, des milliers d'avions et d'équiper des millions de soldats, l'Empire nippon ne pouvait que s'épuiser. Ce déséquilibre industriel et logistique rendait la défaite inévitable, quelle que soit la bravoure et la discipline de ses combattants. Les bombardements stratégiques qui réduisirent en cendres Tokyo, Osaka et tant d'autres villes, la privation de ressources essentielles comme le pétrole et l'acier, et enfin l'isolement diplomatique, achevèrent d'affaiblir le pays. Mais au-delà de la simple mécanique militaire, il faut comprendre l'état d'esprit qui régna au Japon durant ces années. Le culte de l'empereur, considéré comme une figure divine, transforma la guerre en mission sacrée. L'éducation exaltait le sacrifice, la propagande glorifiait la mort héroïque, et les kamikazes incarnaient cette fusion entre idéologie et désespoir. Pourtant, au moment ultime, même cette ferveur ne put empêcher l'effondrement. Lorsque les Soviétiques envahirent la Mandchourie et que les bombes atomiques frappèrent Hiroshima et Nagasaki, les dirigeants comprirent que poursuivre la lutte ne mènerait qu'à l'anéantissement total. L'empereur lui-même, symbole de la nation, dut admettre la nécessité de la reddition. La voix d'Hirohito résonna alors dans les foyers japonais,
appelant son peuple à supporter l'insupportable et à cesser le combat. Ce fut un moment d'une intensité unique, la fin d'une ère et le début d'une autre. Car de cette défaite naquit paradoxalement une renaissance. Le Japon, placé sous occupation américaine, dut renoncer à ses ambitions militaires et se consacrer à la reconstruction. La Constitution de 1947 proclama le renoncement à la guerre, et le pays s'engagea sur la voie du développement économique et technologique. En quelques décennies, l'archipel dévasté devint une puissance industrielle et commerciale mondiale, un miracle que peu auraient pu imaginer en 1945. Mais les leçons de la guerre restèrent gravées dans la mémoire collective. Les ruines, les pertes humaines, les destructions rappelaient sans cesse le prix de l'expansionnisme et de l'aveuglement stratégique. Aujourd'hui encore, les débats demeurent vifs sur les responsabilités, les choix politiques et militaires, et l'usage des armes atomiques. Ce qui est certain, c'est que la Seconde Guerre mondiale marqua un tournant définitif dans l'histoire du Japon comme dans celle du monde entier. En regardant en arrière, on comprend que ni la bravoure individuelle, ni les victoires éclatantes des premières années ne suffisent à compenser des erreurs stratégiques profondes et une incapacité à mesurer la force de l'ennemi. Le Japon impérial, comme l'Allemagne nazie, fut victime de sa propre hybris, cette confiance démesurée qui conduit inévitablement à la chute. Les erreurs de Hitler, sa déclaration précipitée de guerre aux États-Unis, ses décisions contradictoires face à la Grande-Bretagne, son offensive désastreuse contre l'Union soviétique, se combinèrent aux fautes japonaises pour sceller le sort de l'Axe. Ensemble, ces erreurs dessinèrent le cours de la guerre et ouvrirent la voie à la victoire alliée. Ainsi s'achève le récit de cette ascension fulgurante et de cette défaite écrasante. Le Japon, jadis convaincu de sa mission impériale et de sa supériorité, dut accepter l'inévitable et se reconstruire sur des bases nouvelles. L'histoire nous enseigne que la puissance militaire et l'idéologie, si fortes soient-elles, ne peuvent triompher durablement sans vision stratégique réaliste, sans ressources suffisantes et sans alliances solides. Ce que la Seconde Guerre mondiale illustre avec une clarté implacable, c'est que les erreurs de calcul, l'orgueil et la méconnaissance de l'adversaire conduisent inévitablement à la ruine. Que ce récit serve donc de leçon et de mémoire, pour rappeler combien la guerre, aussi éclatante soit-elle au départ, finit toujours par révéler ses horreurs et par emporter ceux qui s'y abandonnent sans mesure. Mes amis, si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire militaire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous suivez. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à partager ces récits qui nous éclairent sur le passé et nous aident à mieux comprendre le présent. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.